Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à ce séminaire que nous allons donner ensemble, Sébastien et moi-même aujourd'hui, et qui aura donc trait, comme vous le voyez normalement apparaître à l'écran, sur ce que faut-il faire face à un entrepreneur en défaut, conseil en cas de remplacement extrajudiciaire et de résolution du contrat. Avant de commencer ce séminaire, sachez que les PowerPoint vous seront transmis par email à la fin de la présentation ou demain normalement au plus tard. Nous prévoyons également des attestations de présence, donc tout sera réglé également par email. Durant la présentation, n'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat qui est disponible normalement sur votre écran. On tâchera d'y répondre en fin de séminaire. Si jamais on voit qu'il n'y a malheureusement pas assez de temps pour répondre à toutes vos questions ou qu'on ne peut pas y répondre directement, on se fera bien évidemment un plaisir d'y répondre par email. N'hésitez pas non plus à nous envoyer par la suite des courriers ou quoi que ce soit si vous aviez encore des questions qui resteraient sans réponse ou que vous souhaiteriez approfondir. Voilà. Tout d'abord, une très courte présentation du bureau pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore. Historiquement, le cabinet Sroup, c'est un cabinet anversois, mais nous avons également un cabinet à Bruxelles. Nous sommes en tout plus de 80 avocats à votre service toute l'année, 24 heures sur 24 quasiment. Et nous organisons en réalité pas mal de séminaires sur l'année, en général plus de 30 séminaires par an. Évidemment, avec le Covid, ça passe plus vers des webinaires plutôt que des séminaires en présentiel, mais on espère de tout cœur que 2022 sera synonyme de séminaires à nouveau en bonne et due forme. Les matières que nous traitons habituellement sont donc le droit de la construction, le droit privé de la construction, mais également les marchés publics, tout ce qui est droit immobilier. Nous avons également un département qui s'occupe du droit des sociétés. Nous traitons également du droit social et toutes les obligations qui en découlent. Voilà, donc nous sommes une équipe très complète, très motivée et toujours à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par rapport à toutes les questions que vous auriez en rapport avec nos matières. À votre écran s'affichent également nos numéros de téléphone ainsi que nos adresses mail. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via ces canaux par la suite si vous deviez avoir des questions par rapport à cette présentation. Voilà, et je laisse tout de suite la parole à Sébastien. Bonjour à tous. Voilà, alors de quoi on va vous parler aujourd'hui? Eh bien, donc de ces remplacements d'entrepreneurs ou de sous-traitants, de la résolution du contrat. On va d'abord passer en revue ce que c'est qu'un entrepreneur ou sous-traitant en défaut. Puis, on passera à l'étude plus approfondie du remplacement. Ensuite, le cas de la résolution, des conclusions sur ce qu'il faut faire, ne pas faire, et quelques conseils sur les clauses à insérer dans les contrats et la manière de rédiger la correspondance. Alors, on va parler d'entrepreneur de manière générale, mais comme vous l'avez compris, ceci s'applique aussi bien entre un maître d'ouvrage et son entrepreneur principal qu'entre l'entrepreneur principal et son sous-traitant. On se contentera ici de parler d'entrepreneur en défaut pour la facilité de l'exposer, mais ça s'applique dans les deux cas. Alors, que doit faire l'entrepreneur? D'abord, exécuter les travaux conformément à ce qui est prévu dans le contrat, exécuter aussi conformément aux règles de l'art, exécuter dans le respect des conditions de sécurité, dans le délai convenu, ou s'il n'y a pas de délai convenu, dans un délai raisonnable, plus au-delà de tout cela, toutes les obligations annexes, comme l'obligation d'information, l'obligation de refuser ou d'émettre des réserves quand on essaye de lui faire des choses qui ne sont pas acceptables ou qui ne peuvent pas donner un résultat satisfaisant. Et alors, on peut encore citer le devoir de conservation et de restitution si c'est par exemple un contrat d'entreprise qui porte sur la transformation ou la réparation d'un bien. La responsabilité en droit civil est toujours bien à base de faute et il faut que le défaut ou le dommage dont on se plaint soit causé par une erreur d'exécution. Donc, ceci implique que les obligations soient assez clairement exposées, qu'on sache bien quelle portée ces obligations ont. Et il faut aussi garder en mémoire qu'il y a un adage bien connu, pas de preuve, pas de droit. Donc, la charge de la preuve de la faute est quelque chose d'absolument essentiel. Il faut toujours se souvenir dans quel contexte on est. Soit
on parle d'obligation de moyens, soit on parle d'obligation de résultat. Alors l'obligation, elle reste la même. Dans les deux cas, le but qui est décrit doit être atteint. La différence entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat est essentiellement une question de preuve. Quand on parle d'obligation de moyens, ça veut dire que le maître d'ouvrage devra prouver que l'entrepreneur ne s'est pas comporté comme un entrepreneur normalement prudent et diligent, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait tout ce qu'il pouvait ou tout ce qu'il devait normalement faire pour obtenir le résultat qui est prescrit. Tandis que quand on a une obligation de résultat, à ce moment-là, le simple fait de ne pas atteindre le résultat est une présomption de faute, et ce sera à ce moment-là l'entrepreneur qui devra prouver que si le résultat n'est pas atteint, ce n'est pas de sa faute, qu'il est donc confronté soit à un cas de force majeure, soit à ce qu'on appelle une cause étrangère libératoire, c'est-à-dire un événement extérieur qui ne dépend pas de son contrôle et qui l'a empêché d'obtenir le résultat qui était convenu. Alors, la différence finalement entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat, elle se décide en fonction d'abord de ce que le contrat prévoit. Parfois, c'est clairement expliqué dans le contrat que c'est une obligation de moyens ou une obligation de résultat. Ou alors en fonction de ce qu'on appelle le critère de l'aléa. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait un grand risque de ne pas obtenir le résultat ou est-ce que normalement, le simple fait de se comporter comme un entrepreneur prudent et diligent doit conduire à l'obtention du résultat recherché. Quelques exemples qui sont classés, je vais dire, de manière habituelle. Par exemple, le respect du délai est généralement considéré comme une obligation de résultat. Il appartient donc à ce moment-là à l'entrepreneur en retard de démontrer que ce n'est pas de sa faute s'il est en retard, qu'il y a une circonstance étrangère qui l'a empêché de respecter le délai. Même chose pour la restitution des biens confiés à l'entrepreneur. À partir du moment où on confie quelque chose pour travailler sur cette chose, bien, il est considéré comme l'entrepreneur sera considéré comme en faute s'il ne restitue pas le bien le moment venu. Aussi, dans les constructions clés sur porte, on considère que entre le promoteur et son client, il y a obligation de résultat de délivrer un bien exempt de vice. Et enfin, dernier élément qui peut entrer en ligne de compte, c'est le fait de savoir si on parle d'un entrepreneur spécialisé ou non spécialisé. Et la distinction est finalement liée aussi aux critères de l'aléa, puisque celui qui est spécialisé maîtrise normalement mieux sa matière et donc doit avoir moins d'aléas dans l'exécution de ce dont il a été chargé. Et donc, il y a corrélativement une tendance à considérer plus vite qu'on est en face d'une obligation de résultat si on a affaire à un entrepreneur spécialisé qu'à un entrepreneur non spécialisé. Alors, si les choses ne se passent pas correctement, qu'est-ce que le maître d'ouvrage, créancier de l'entrepreneur, peut faire? Eh bien, en cas de défaut, il y a deux grandes options possibles. Soit on fait en sorte que le contrat se poursuive, soit on fait en sorte que le contrat s'arrête. La règle reste toujours la priorité de l'exécution et même de l'exécution en nature. Donc, premier point, pour poursuivre l'exécution, il y a plusieurs possibilités. La toute première priorité, c'est donc l'exécution ou la réparation de ce qui aurait été mal fait en nature et par le débiteur, c'est-à-dire par l'entrepreneur co-contractant du maître d'ouvrage. Il faut donc offrir avant tout à l'entrepreneur la possibilité d'exécuter ou de réparer lui-même. Comme c'est un principe de primauté de l'exécution en nature, aucune des parties ne peut normalement refuser quand l'autre manifeste le souhait d'avoir une exécution en nature. Évidemment, tout ça sous réserve de l'abus de droit. On sera amené à en reparler ultérieurement. Les principes ne sont donc pas tout à fait absolus et il est évident que, par exemple, si un maître d'ouvrage veut forcer son entrepreneur à exécuter en nature alors qu'on sait qu'il est dans une situation où c'est à peu près impossible, eh bien, ça risque d'être considéré comme un abus de droit, même si le droit est là, il est évident, mais on ne peut pas pour autant en abuser.
Alors, s'il est impossible de faire exécuter en nature par le débiteur, on peut faire exécuter en nature par un tiers. À ce moment-là, c'est le remplacement de l'entrepreneur dont Mélissa va vous parler tout prochainement. On peut aussi envisager une exécution dite par équivalent, c'est-à-dire une compensation du dommage créé par la non-exécution. Et enfin, il y a une dernière hypothèse que l'on doit toujours garder en mémoire, c'est qu'on peut toujours avoir recours à l'exécution forcée, c'est-à-dire que celui qui ne veut pas exécuter ses obligations peut y être contraint par le juge, éventuellement sous astreinte, ce qui est un moyen de pression en général assez fort pour faire revenir l'entrepreneur à la raison. Ça, c'est les options qui conduisent à la poursuite de l'exécution du contrat. On peut aussi décider d'y mettre fin. Si les relations sont devenues tellement difficiles ou si on voit que de toute façon on n'arrivera à rien, il est parfois souhaitable de mettre fin au contrat. Et là, on a la résolution ou la résiliation. On rediscutera ultérieurement de la distinction entre les deux parce que c'est des choses qui conduisent à de très nombreuses incompréhensions. Mais en tout cas, lorsque on parle bien de mettre fin à un contrat en cours parce que l'entrepreneur est en défaut, il faut formuler à ce moment-là une demande de remplacement. Il faut une demande de résolution. Et comme on le verra, c'est quelque chose qui passe par le tribunal en principe, mais qui peut aussi se faire en dehors des tribunaux. Alors, il est possible, et c'est ça qui est indiqué, qu'on veuille d'abord remplacer l'entrepreneur, mais ça n'exclut pas une demande ultérieure de résolution. On verra comment les différents mécanismes peuvent se combiner en pratique. Voilà, on en arrive déjà au premier point, enfin, le second, évidemment, après la présentation de Sébastien, qu'on voulait aborder avec vous en ce qui concerne le remplacement de l'entrepreneur ou, bien entendu, du sous-traitant. Parce qu'on constate que dans la pratique, c'est un point qui pose toujours énormément de questions. Il y a des questions par rapport aux conditions qui doivent être respectées, le fait de savoir est-ce qu'il faut passer par un juge ou est-ce que je peux procéder au remplacement extrajudiciaire de mon entrepreneur ou de mon sous-traitant. Et nous verrons également ensemble quelles sont les conséquences tant en fait qu'en droit du remplacement extrajudiciaire spécifiquement. Alors, qu'est-ce que le remplacement de l'entrepreneur? Comme Sébastien l'a dit il y a quelques instants, le remplacement de l'entrepreneur ne constitue pas une terminaison du contrat, mais bien une forme d'exécution forcée en nature d'un contrat qui existe. Que cette exécution soit faite par un tiers qui va venir donc remplacer l'entrepreneur ou le sous-traitant initial ou par le créancier lui-même. On imagine par exemple un entrepreneur général qui va remplacer son sous-traitant et qui lui dit « Écoute, j'exécuterai moi-même les obligations contractuelles que je t'avais initialement confiées ». Donc, le contrat continue d'exister et c'est un point très important à avoir en tête dans la suite de cet exposé. Un autre point très important, c'est le fait que l'exécution en nature par l'entrepreneur débiteur ou le sous-traitant débiteur prévaut. Donc, on le voit très clairement dans la pratique, dans la jurisprudence, etc. Le débiteur a toujours la possibilité de proposer une exécution en nature et dans la plupart des cas, il faudrait, disons, accepter, il faudrait que cette exécution en nature prévale sur le remplacement de l'entrepreneur. Dans certains cas, on peut déroger à ce principe de l'exécution en nature par le débiteur si, par exemple, l'exécution par le débiteur n'est plus possible. On pense par exemple au fait que l'entrepreneur serait tombé en faillite. Voilà, il ne dispose plus des moyens et du personnel nécessaire pour exécuter les travaux en nature. Clairement, ce n'est plus possible qu'il exécute les travaux. Donc, on pourrait envisager, et ce serait plus logique, le remplacement de cet entrepreneur plutôt qu'une exécution en nature. Il faut faire attention aux abus de droit dans le sens où le débiteur ne peut pas abuser de son bon droit en sollicitant une exécution en nature. Mais un point important, c'est que le maître d'ouvrage ou l'entrepreneur général, selon le cas,
peut procéder au remplacement de son entrepreneur, de son sous-traitant, plutôt que lui permettant une exécution en nature, s'il a perdu toute confiance en l'entrepreneur général, en le sous-traitant ou l'entrepreneur considéré. Donc, on a cité un exemple qui est pris de la jurisprudence, un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers de janvier 2020. Ici, il s'agissait de travaux de rénovation d'un clocher d'une église. Et l'entrepreneur général avait fait appel à un sous-traitant pour construire ou établir les échafaudages autour de cette église. Le problème, c'est qu'il y a eu une tempête et que lors de cette tempête, le clocher a été abîmé et surtout l'échafaudage s'est totalement détruit et a abîmé en plus une partie du clocher. Donc, l'entrepreneur général va procéder au remplacement du sous-traitant qui était spécifiquement en charge des échafaudages en disant qu'il a perdu toute confiance en le travail et la connaissance technique de son sous-traitant et vu les dommages causés. Le sous-traitant a contesté ce remplacement en arguant qu'il avait en fait proposé une exécution en nature, donc il avait proposé concrètement de reconstruire ces échafaudages et de remettre tout à neuf, ou en tout cas reconstruire ce qui avait été détruit. Mais la Cour d'appel a suivi la position de l'entrepreneur général et a analysé les circonstances de fait de l'espèce et a constaté qu'il était clair que l'entrepreneur ne pouvait ou n'avait légitimement plus aucune confiance dans les déclarations de son sous-traitant, dans la méthode de construction. On parlait même d'une incompétence manifeste de la part du débiteur, de sorte que le créancier a perdu toute confiance dans le débiteur et pouvait procéder à son remplacement plutôt qu'accorder une exécution en nature. Donc, dans tous les cas, et on a repris d'autres exemples de jurisprudence dont on parlera d'ici quelques instants, le juge analysera les circonstances de fait de l'espèce. Très souvent, la jurisprudence rappellera que le principe, c'est bien une exécution en nature, mais que sur base des circonstances de fait qui devront alors être démontrées par le créancier, maître d'ouvrage, on peut privilégier un remplacement plutôt qu'une exécution en nature, notamment si donc, il y a perte totale de confiance en le sous-traitant. Comme je le disais à titre d'introduction, il y a une différence entre le remplacement judiciaire et le remplacement extrajudiciaire. Alors, le remplacement judiciaire, c'est donc, comme son nom l'indique, l'intervention d'un juge dans le cadre du remplacement du sous-traitant. Et l'intervention de ce juge est et reste en principe la règle. La base juridique se trouve aux articles 1143 et 1144 de l'ancien Code civil. Et quelle est la raison pour laquelle, a priori, l'intervention d'un juge reste la règle? C'est que le juge a toujours le pouvoir d'accorder un délai de grâce au débiteur, donc de lui permettre d'accorder un délai en déant lequel l'entrepreneur en défaut peut encore exécuter ses obligations contractuelles. Et puis surtout, le fait que le maître d'ouvrage doive intenter une procédure et solliciter du juge le remplacement de son entrepreneur général implique automatiquement que l'entrepreneur dispose d'un certain délai entre le moment où l'affaire est portée devant les tribunaux et le moment où le juge rendra effectivement un jugement, de sorte que ce délai lui permettra peut-être d'exécuter en nature ses obligations. En tout état de cause, et ça, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, l'exécution personnelle du débiteur prime par rapport à l'exécution en nature par un tiers. Et ça, c'est un point auquel les juridictions feront toujours très attention dans le cadre des jugements qu'elles rendront. Le remplacement extrajudiciaire, ensuite, cela signifie que le maître d'ouvrage procède au remplacement unilatéral de l'entrepreneur afin d'exécuter soit lui-même ou afin de faire exécuter ses travaux par un entrepreneur tiers sans l'intervention d'un juge. Si le remplacement unilatéral est considéré comme légitime, et on reviendra tout de suite sur quelles sont les conditions pour que ce remplacement soit considéré comme légitime, alors le coût lié au remplacement de l'entrepreneur, le coût supplémentaire, sera entièrement à la charge de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui aura été remplacé.
Attention toutefois, il y a toujours un contrôle de légitimité qui est possible par les cours et tribunaux a posteriori, mais ça, on y reviendra d'ici quelques instants. En tout état de cause, les intérêts de l'entrepreneur ou du sous-traitant ne peuvent pas être ignorés et ça ressortira de l'analyse des circonstances de fait de l'espèce. À nouveau, on y reviendra. Nous citons ensuite un arrêt très important de la Cour de cassation du 18 juin 2020. Alors cet arrêt est véritablement essentiel car il va lister toutes les conditions qui doivent être de manière cumulative présentes en l'espèce pour qu'un juge a posteriori puisse contrôler la légitimité du remplacement unilatéral extrajudiciaire et puisse estimer si ce remplacement était bien légitime ou non. Donc, il y a le fait de voir que dans les circonstances de l'espèce, il fallait que ce soit des circonstances exceptionnelles. Il faut qu'il y ait une faute contractuelle, pas forcément grave, on y reviendra, causée par l'entrepreneur général ou le sous-traitant, une mise en demeure préalable par le maître d'ouvrage, une notification préalable du fait de l'intention de procéder au remplacement extrajudiciaire. Très important aussi, des constats contradictoires de l'état d'avancement et de la condition des travaux. Toujours et avant tout, le respect de la bonne foi. Et enfin, comme repris en tout début de ce slide, il est toujours possible d'avoir un contrôle a posteriori du juge, donc des cours et tribunaux. En tout état de cause, et ça c'est également un point qu'il faut toujours avoir à l'esprit en tant que maître d'ouvrage, donc entrepreneur général, quand vous souhaitez procéder au remplacement extrajudiciaire unilatéral de votre sous-traitant, vous assumez le risque de cette décision. C'est-à-dire que vous assumez le risque que dans le futur, si l'affaire est portée devant les tribunaux, que les tribunaux estiment qu'en réalité, vous n'avez pas respecté les conditions du remplacement unilatéral et que le remplacement n'était pas légitime. De sorte que ça a des conséquences, on y reviendra également, au niveau des frais que vous pourriez réclamer ou que vous tenteriez de réclamer auprès de votre sous-traitant et des risques du coup que le sous-traitant en question vous réclame à vous une indemnité en raison du fait que le remplacement n'était pas légitime. Alors, le premier point, les premières conditions à avoir en l'espèce, ce sont des circonstances exceptionnelles. Alors, comme je le disais, le remplacement judiciaire reste la règle. Donc, pour procéder à un remplacement extrajudiciaire, il faudrait que vous puissiez démontrer qu'il y a des circonstances de fait en l'espèce qui sont exceptionnelles et qui justifient ce remplacement sans passer via le juge. Sachez que dans le nouveau livre 5 du nouveau Code civil, qui n'est pas encore d'application, donc on prend toujours des pincettes quand on fera référence au Code civil, nouveau Code civil, ce livre 5 reprend aussi l'exigence d'une urgence ou de circonstances exceptionnelles parce que, en tout cas, c'est ce qu'on lit dans le projet de loi, ce serait une trop grande évolution que de supprimer cette référence aux circonstances exceptionnelles pour justifier un remplacement extrajudiciaire. Alors, on y reviendra également, l'urgence peut être en soi l'indication de l'existence de circonstances exceptionnelles, mais l'urgence en tant que telle n'est pas une condition nécessaire pour pouvoir faire appel au remplacement extrajudiciaire. Il faut des circonstances exceptionnelles, mais dans le sens un petit peu plus large que uniquement l'urgence de la situation. Donc, il reviendra toujours au juge, a posteriori, dans le cadre de son contrôle, de vérifier concrètement, dans les faits, si ces circonstances exceptionnelles sont présentes en l'espèce ou non. Le juge devra toujours vérifier si ce remplacement était nécessité, par exemple, en raison du fait que les dommages devaient être limités le plus possible par le maître d'ouvrage, qui n'avait donc d'autre choix que de procéder au remplacement. Est-ce qu'il y avait une incompétence manifeste du sous-traitant qui justifiait son remplacement, ou une ignorance flagrante de certaines règles de construction, par exemple, la mauvaise foi du sous-traitant, ou encore l'intention claire du sous-traitant débiteur de ne en fait pas vouloir exécuter les travaux conformément à ce qui lui a été demandé. Donc, si le maître d'ouvrage constate qu'il perdra plus de temps finalement à poser la question au juge et solliciter le remplacement judiciaire de son sous-traitant,
il pourra invoquer l'urgence et en tout cas d'autres circonstances exceptionnelles pour, disons, boycotter la procédure judiciaire et procéder au remplacement unilatéral extrajudiciaire, mais attention, toujours à ses propres risques et périls. Quelques exemples concrets de jurisprudence. On a un arrêt de la Cour d'appel de Gand du 12 janvier 2018. La Cour d'appel considère que le remplacement extrajudiciaire non légitime constitue une faute contractuelle dans le chef du maître d'ouvrage. Donc, c'est bien cette question du risque qui est supportée par le maître d'ouvrage qui, si a posteriori, le juge constate que le remplacement extrajudiciaire, que les conditions n'ont pas été respectées, le juge, et ici la Cour d'appel de Gand l'a confirmé, considérera qu'il s'agit d'une faute contractuelle dans le chef du maître d'ouvrage, de sorte que ce remplacement extrajudiciaire devrait être requalifié comme une résiliation unilatérale. Alors, je ne rentre pas encore dans les détails de la notion de résiliation-résolution, ça, ce sera la partie de Sébastien, et vous comprendrez directement que ça pose énormément de questions dans la pratique par rapport à l'utilisation de ce terme-là, mais pour le moment, j'en reste ici. Un autre arrêt toujours de la Cour d'appel de Gand de octobre 2018. Là aussi, le remplacement n'était pas légitime et l'arrêt constatait également qu'en ne respectant pas les conditions prévues en l'espèce, il n'était pas non plus possible de faire des constatations contradictoires, de sorte que le maître d'ouvrage ne pouvait pas demander non plus d'indemnisation. Un dernier exemple, c'était un exemple du tribunal de commerce de Mons en 2010. Ici, la discussion concernait donc certaines conditions du remplacement. La véritable discussion concernait l'exigence ou non, enfin la présence de l'urgence dans les faits. Et dans les faits, le juge a constaté que le maître d'ouvrage avait bien expliqué à son entrepreneur général qu'il avait besoin très rapidement des bâtiments parce que s'il ne pouvait pas rentrer dans ces bâtiments, il devait modifier l'adresse de son siège social. Il y avait également le fait que sa femme était enceinte et devait absolument déménager avant l'accouchement imminent, de sorte qu'en l'espèce, le juge a constaté qu'il y avait des circonstances exceptionnelles suffisantes et une urgence suffisante pour justifier le remplacement extrajudiciaire sans attendre une décision ultérieure d'un juge. Voilà. Et comme je le disais en tout début d'exposé, les circonstances exceptionnelles, ce n'est pas que la notion d'urgence en tant que telle. Il pourra s'agir de toutes circonstances de nature technique ou commerciale. Quelques exemples tirés de la pratique, ce sera notamment le fait que certains matériaux à utiliser sont particulièrement rares, qu'il n'est pas possible de se les fournir de manière disons, régulière ou en tout cas facile, des hausses de prix supplémentaires, etc. Il y a aussi le fait, une circonstance exceptionnelle qui avait été retenue par la Cour d'appel de Liège constituait l'insécurité de continuer à utiliser le bâtiment dans cet état ou risque d'effondrement. Donc c'était en raison de carottage qui avait été exécuté, qui faisait en sorte qu'il y avait un risque certain que la route s'effondre totalement suite au passage de certains camions. Donc ça justifiait un remplacement extrajudiciaire urgent, disons, plutôt qu'un remplacement judiciaire. On peut également tenir compte de la prévention de dommages supplémentaires. Donc, ça rejoint un petit peu, voilà, c'était le même arrêt de la Cour d'appel de Liège, mais c'était pour éviter des dommages supplémentaires. Donc, le maître d'ouvrage avait démontré qu'il ne pouvait pas se permettre d'attendre une réaction de la part de son sous-traitant qui prenait beaucoup trop de temps à réagir, etc. Et ça risquait de causer des dommages conséquents supplémentaires, de sorte que la Cour d'appel avait estimé que le remplacement était bel et bien légitime en l'espèce. Un autre point important qui pourrait être invoqué par le maître d'ouvrage qui procède au remplacement extrajudiciaire est la référence au délai d'exécution. Donc, comme Sébastien vous disait en début d'exposé, le délai d'exécution peut en général être une obligation des résultats pour l'entrepreneur. Mais dans le cas précis, le maître d'ouvrage avait démontré que les travaux devaient absolument être terminés à une date bien précise parce qu'après cette date, ce maître d'ouvrage partait à l'étranger pour une période quand même assez longue et sa maman, âgée de plus de 80 ans, selon les termes de l'arrêt, du jugement,
devait absolument rentrer dans les lieux avant son départ à l'étranger. Donc ça aussi, c'était une circonstance qui avait été retenue par le tribunal. Ne constitue pas une circonstance de toute nature, par contre, des défauts purement acoustiques, puisque ça n'empêche a priori pas l'utilisation normale d'un bâtiment. Une deuxième condition pour le remplacement extrajudiciaire, l'exigence d'une faute contractuelle. La simple inexécution d'une obligation contractuelle est suffisante, contrairement à ce qui concerne la résolution de laquelle Sébastien vous parlera tout de suite. La question sera alors de savoir est-ce qu'il faut que cette faute soit considérée comme une faute contractuelle grave ou non. La règle à retenir, c'est que le principe de base, c'est pacta sunt servanda. L'entrepreneur a toujours droit à l'exécution en nature, même si la violation du contrat est considérée comme minime. Les limites à ce droit à l'exécution en nature, ce sont les abus de droit qui seraient commis par l'entrepreneur en question. En tout état de cause, il faudra garder à l'esprit la question de la gravité ou non de la faute contractuelle, parce que c'est bien que ce ne soit pas une condition à part entière du remplacement extrajudiciaire, la question de la gravité de la faute aura toujours son importance et restera pertinente dans le cas du contrôle a posteriori par le juge et pour vérifier s'il n'y a pas eu abus de droit dans le chef, soit du maître d'ouvrage, soit de l'entrepreneur général. Troisième condition, une mise en demeure préalable avec un délai de grâce. C'est une condition extrêmement importante. Elle est justifiée par le fait qu'on veut toujours laisser la possibilité à l'entrepreneur de rectifier ses manquements. Donc, le principe, ce sera que le maître d'ouvrage adresse une mise en demeure claire à son entrepreneur général en lui notifiant tous les manquements qu'il a constatés et en le mettant en demeure de procéder à l'exécution en nature ou par exemple aux réparations nécessaires en déant un certain délai qui doit évidemment être raisonnable puisqu'il faut que l'entrepreneur ait concrètement la possibilité de rectifier ses erreurs pendant ce délai. Ce sera évidemment toujours à voir in concreto, comme on dit, en fonction du type de travail à effectuer. Évidemment, s'il faut juste venir nettoyer quelques traces de peinture, l'entrepreneur n'aura pas besoin du même temps que s'il doit venir véritablement redémolir un mur qui a été construit de travers. En ce qui concerne la mise en demeure en tant que telle, il n'y a pas d'exigence particulière quant à la forme de cette mise en demeure. Évidemment, on pense très souvent à une mise en demeure tout à fait formelle par courrier recommandé en général, mais ça peut tout à fait être réalisé via email, via SMS, etc. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Quant au libellé en tant que tel, il n'y a pas non plus d'exigence particulière, mais on insiste sur le fait que la déclaration doit être très claire, tant en ce qui concerne les manquements qu'on impute à l'entrepreneur et tant en ce qui concerne l'intention du maître d'ouvrage à ce que le débiteur exécute ses obligations. Donc concrètement, il faut que cette mise en demeure détaille bien, dans la mesure du possible, les manquements qui ont été constatés et qu'on impute à l'entrepreneur et qu'on indique également entrepreneur, j'exige que tu exécutes tes obligations contractuelles en déant le délai que je te donne. En principe, et j'y reviendrai dans quelques instants, il n'est pas obligatoire d'annoncer déjà dans cette mise en demeure le remplacement ou les conséquences tant contractuelles que judiciaires qui seront appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas les termes de la mise en demeure qui lui est adressée. Mais j'y reviendrai d'ici quelques instants. Si l'entrepreneur ne réagit pas à la mise en demeure ou s'il n'exécute pas les travaux de réparation en déant le délai qui lui est accordé, il faut alors, avant de procéder au remplacement de l'entrepreneur, que le maître d'ouvrage informe l'entrepreneur qui procède donc à ce remplacement extrajudiciaire via une notification. Il faut que cette notification intervienne dans un délai raisonnable après l'expiration du dernier délai de grâce qui a été repris dans la mise en demeure. C'est-à-dire que si vous envoyez une mise en demeure, vous demandez que les travaux soient exécutés en déant, par exemple, les 3 jours,
il faudra faire attention de ne pas envoyer dans l'heure qui suit, disons, encore une notification par rapport au remplacement de l'entrepreneur. Donc, toujours bien avoir en tête un délai raisonnable après la dernière mise en demeure. Quel est le contenu de cette notification? Eh bien, il faut que la volonté de remplacement soit exprimée sans ambiguïté. Ici, on renvoie à un arrêt très important de la Cour de cassation du 11 décembre 2020 qui a écrit en 2 lignes très claires que si la volonté de remplacement ne ressort pas clairement de cette notification, le remplacement extrajudiciaire n'est pas légitime. Donc, il faut que ce soit dans des termes tout à fait clairs et non équivoques dans votre lettre ou votre courrier de notification. Il faut également expliquer les raisons pour lesquelles vous procédez au remplacement de l'entrepreneur. Ça permettra a posteriori, si et ça devait venir devant les cours et tribunaux, ça permettra au tribunal d'exécuter son contrôle a posteriori. Donc, comme je le disais, tout ceci, c'est bien au risque du maître d'ouvrage, de sorte qu'il revient au maître d'ouvrage d'expliquer les raisons pour lesquelles il procède au remplacement extrajudiciaire plutôt que d'attendre une décision en justice pour le remplacement de son entrepreneur. Il faut également indiquer tous les manquements. Il n'est pas possible d'invoquer de nouveaux arguments après coup. Alors, ce qu'on entend par là, c'est évidemment pas de venir détailler point par point, centimètre par centimètre, entre guillemets, tous les manquements que vous imputez à votre entrepreneur. Mais il faut quand même que tous les manquements qui sont visibles, que vous avez constatés et que vous reprochez à l'entrepreneur soient repris dans ce courrier de notification. Ce qu'on veut dire par là, c'est si jamais vous devez retourner devant le juge, qu'il y a une discussion par rapport aux conditions du remplacement, il sera peu crédible devant le juge d'invoquer des nouveaux arguments après coup. Donc, de faire par exemple référence à un mur qui a été construit complètement de travers, alors qu'il vous était tout à fait possible de voir au moment où vous avez remplacé l'entrepreneur que ce mur n'était pas du tout construit conformément aux normes. Donc, soyez le plus complet possible, sans pour autant évidemment commencer à vous mettre un expert sous le bras, ce n'est pas non plus nécessaire à ce point. Vous pouvez également, mais ça c'est un type général, faire référence aux mises en demeure antérieures qui seraient restées ou non sans réaction de la part de l'entrepreneur. Au niveau de la forme, enfin, l'ancien code civil, qui est pour le moment toujours d'application, n'exige pas de formalité précise, mais on vous conseille de procéder par un écrit, puisque au niveau de la preuve, ce sera toujours plus important et intéressant d'avoir un écrit sous la main. Sachez que le nouveau code civil, en tout cas, mais qui n'est pas encore d'application, prévoit que la notification doit être faite de manière écrite et non pas orale, par exemple. Une cinquième condition, ce sont les constatations, les constats contradictoires. Donc, comme je le disais, il est important qu'au moment où vous remplacez votre entrepreneur, l'état d'avancement des travaux et les éventuels défauts qui ont été constatés soient établis de manière contradictoire, c'est-à-dire en présence du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur. Donc, on vous conseille d'inviter l'entrepreneur à une visite sur les lieux immédiatement lors de la notification. C'est-à-dire que votre courrier de notification devrait idéalement reprendre donc le fait que vous procédez au remplacement de l'entrepreneur et que vous l'invitez en déant-les, par exemple, 3 jours, à une visite sur place pour constater ensemble et de manière contradictoire l'état d'avancement des travaux. C'est une étape extrêmement importante, évidemment en ce qui concerne la preuve de la faute contractuelle ou des fautes et manquements que vous invoquez à l'encontre de votre entrepreneur, des dommages que vous subissez, mais également pour faire le décompte des travaux qui ont déjà été effectués par l'entrepreneur que vous mettez donc hors du chantier. Même si l'entrepreneur ne se présente pas, parce que ça peut évidemment arriver, vous l'invitez dans les 3 jours, il ne se présente toujours pas, faites effectivement la visite, faites établir un rapport et surtout envoyez ce rapport à l'entrepreneur évincé. La question du caractère contradictoire est évidemment essentielle pour pouvoir, au niveau de la preuve, établir devant un juge que l'entrepreneur était présent, qu'il a pu faire valoir ses éventuelles remarques, etc. Mais évidemment, ça dépendra de la manière dont les constatations ont été faites. Donc, on verra dans la pratique qu'il y a beaucoup de discussions par rapport aux constats qui sont établis par un huissier de justice, qui n'ont en réalité pas vraiment la même valeur que des constats réalisés, par exemple, par un expert
un expert géomètre, par exemple, ou un architecte qui a évidemment beaucoup plus de connaissances techniques qu'un huissier de justice. Donc, on vous a mis ici deux exemples de jurisprudence assez stricte. Ces deux exemples cités donc, sur ce slide, un arrêt de la Cour d'appel de Gand, un jugement du tribunal de commerce de Mons, qui tous les deux ont estimé que un procès verbal établi par un huissier de justice ne suffisait pas parce qu'il ne disait, entre autres, rien sur la cause des défauts, puisque évidemment, un huissier de justice n'est pas un ingénieur, n'est pas un entrepreneur, il n'a pas de connaissances techniques suffisantes pour rendre un avis technique sur les défauts qu'il constaterait et qui, en réalité, de manière générale, lui sont plus pointés du doigt par le maître d'ouvrage ou l'entrepreneur qui procède au remplacement de son sous-traitant. On a ensuite mis sur le slide qui apparaît maintenant sur votre écran deux exemples de jurisprudence un peu plus souples, heureusement, qui ont accepté que des rapports établis de manière non contradictoire puissent quand même être utilisés dans le cadre des discussions ultérieures. Le premier jugement de juin 2011, il s'agissait d'un rapport établi par un architecte avec de nombreuses photos. Donc, comme je me disais, voilà, l'architecte a évidemment une connaissance technique bien plus étendue qu'un huissier de justice. Donc, son rapport pouvait être utilisé comme preuve, étant donné la crédibilité liée à son savoir-faire. Mais il restait important de faire en sorte que le débiteur puisse faire part de ses éventuelles observations par rapport à ce rapport ou puisse apporter une preuve contraire. Donc, toute la question, enfin, toute l'importance plutôt, quand vous faites établir un rapport malheureusement non contradictoire parce que l'entrepreneur ne vient pas sur place, envoyez-lui une copie de ce rapport pour qu'il puisse en prendre connaissance. L'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 9 janvier 2012. Ici, il s'agissait non pas vraiment d'un rapport, mais plutôt de nombreuses photos qui avaient été prises par le créancier. Il y avait un rapport d'expert, c'était également un expert architecte, et les factures d'un entrepreneur tiers qui avaient été utilisées toutes ensemble comme des débuts de preuve par rapport au constat contradictoire, enfin non contradictoire en l'espèce, mais dans la discussion qui a eu lieu avec l'entrepreneur évincé. Voilà, donc il faut garder donc toujours à l'esprit que le débiteur doit pouvoir avoir l'occasion de réagir par rapport à ce rapport. Donc évidemment, s'il est présent lors de la réunion contradictoire, on part du principe qu'il a pu faire valoir à ce moment-là toutes ses remarques, mais par la suite, il faut encore lui envoyer le rapport pour qu'il puisse éventuellement faire part de certains arguments qu'il aurait oubliés ou n'aurait pas eu l'occasion de faire valoir avant. Encore une condition, le respect de la bonne foi. Cela vaut tant dans le chef du maître d'ouvrage que dans le chef de l'entrepreneur général. Il faut garder en tête les intérêts et les droits de la défense de l'entrepreneur qui se fait donc évincer. La sanction, si jamais a posteriori le juge estime que le remplacement n'a pas été réalisé conformément aux conditions prévues, ce sera que le remplacement sera considéré comme illicite, illégitime et que donc le maître d'ouvrage aura commis en réalité lui-même une faute contractuelle vis-à-vis de son entrepreneur. Ça nous amène donc au dernier point, le contrôle a posteriori du juge. Il va donc établir un contrôle de régularité de toutes les conditions du remplacement extrajudiciaire. Donc concrètement, vérifier que les 6 conditions précédentes ont bien été remplies en l'espèce. Et au niveau de la mise en œuvre de cette décision du maître d'ouvrage de remplacer son entrepreneur, est-ce qu'il y a bien eu, ou plutôt est-ce qu'il n'y a pas eu abus de droit? Il faut garder également en tête que donc, le fait de remplacer son entrepreneur ne constitue pas une terminaison du contrat, mais bien une exécution en nature du contrat. Donc, le créancier, le maître d'ouvrage, reste tenu d'exécuter ses autres obligations contractuelles, comme typiquement le paiement de ses factures. Si le maître d'ouvrage estime qu'il n'est pas redevable d'un quelconque montant envers son entrepreneur général, alors il devra invoquer, par exemple, l'ENAC ou d'autres possibilités pour refuser le paiement de cette facture, mais il faut bien garder à l'esprit que le contrat en réalité continue d'exister, donc le créancier, le maître d'ouvrage, reste toujours tenu lui-même d'exécuter ses autres obligations contractuelles.
Et enfin, un dernier point, les coûts supplémentaires excessifs ne peuvent pas être récupérés auprès de l'entrepreneur, du sous-traitant. L'idée, c'est de vérifier si le créancier s'est comporté de manière suffisamment normale, prudente et diligente dans les mêmes circonstances. Un exemple un peu par l'absurde, par exemple, ce serait de prendre un locataire qui procéderait à une rénovation complète de son appartement, alors qu'en réalité, il suffisait d'exécuter juste quelques petits travaux de réparation ponctuels. Voilà, c'est la différence entre des coûts supplémentaires excessifs et des coûts supplémentaires normaux qui peuvent être attendus d'un créancier suffisamment prudent et diligent. On ne demande évidemment pas du maître d'ouvrage de commencer à faire une analyse tout à fait approfondie de toutes les différentes possibilités qu'il a par rapport au remplacement et par rapport au tiers, par exemple, qui désignerait comme le nouvel entrepreneur. Mais il n'a pas d'obligation de choisir l'alternative la moins chère. Mais à nouveau, ce sera le critère du créancier, normalement prudent et diligent, qui prévaudra. Voilà, après ce long exposé sur toutes les conditions à mettre en œuvre lorsque vous procédez au remplacement extrajudiciaire, quelles sont en fait et en droit les conséquences de ce remplacement? Donc, nous avons tenté de faire un petit schéma qui, espérons-le, est suffisamment clair. Donc, la question que je me pose est la suivante. Le remplacement extrajudiciaire est-il légitime? Si la réponse est oui, très bien. Moi, maître d'ouvrage, je peux recouvrer intégralement les coûts de remplacement, sauf si ceux-ci sont disproportionnés. Si par contre, je constate, ou plutôt le juge constate que le remplacement extrajudiciaire n'est pas légitime parce qu'il y aurait une, deux ou plusieurs autres conditions qui n'auraient pas été respectées, il faudra déterminer si l'entrepreneur ou le sous-traitant évincé a commis une faute contractuelle. S'il n'a pas commis de faute contractuelle, alors que le maître d'ouvrage sera considéré comme ayant lui-même commis une faute contractuelle en remplaçant de manière illégitime son co-contractant, de sorte que le maître d'ouvrage risque de se voir redevable d'une indemnité de résiliation vis-à-vis de son entrepreneur sur base de l'article 1794 de l'ancien Code civil. Vu que ça touche à la partie de Sébastien, je ne rentre pas encore dans les détails. Si par contre on constate que l'entrepreneur ou le sous-traitant évincé a bel et bien commis une faute contractuelle, on se retrouve donc avec deux fautes, à la fois la faute de l'entrepreneur général, mais également la faute du maître d'ouvrage qui a remplacé illégitimement son entrepreneur. Alors, la question est alors de savoir qui a droit à quoi et qui a quelle créance sur qui. Alors, une vision traditionnelle qu'on a surtout retrouvée du côté des cours d'appel flamandes consiste en le fait que le créancier, le maître d'ouvrage, ne pourrait plus réclamer quoi que ce soit envers son entrepreneur général qui l'a évincé. Donc, il ne pourrait même pas demander de remboursement des coûts de remplacement. Il ne pourrait pas non plus demander d'indemnisation des dommages qui sont la conséquence de la faute commise par son entrepreneur général. Alors, cette jurisprudence nous paraissait quand même assez stricte et même si elle apparaissait comme traditionnelle du côté flamand, nous avons heureusement analysé un arrêt de la Cour d'appel, de la Cour de cassation du 18 juin 2020 qui apporte une vision nuancée et qui, selon nous, est beaucoup plus correcte par rapport à cette situation. Très rapidement, les faits, il s'agissait d'un contrat de construction d'un immeuble et des problèmes qui avaient été constatés sur le double vitrage. L'expert judiciaire qui avait été désigné en l'espèce avait recommandé le remplacement total des doubles vitrages. Le problème, c'est que l'entrepreneur en question avait proposé de remplacer lui-même les fenêtres, mais le maître d'ouvrage a dit, dans le cours de la procédure, « Ah, mais oui, en fait, j'ai oublié de vous prévenir. J'ai moi-même fait remplacer la totalité des fenêtres et des doubles vitrages par un entrepreneur tiers. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que vous me remboursiez la totalité des coûts que j'ai engagés auprès de cet entrepreneur tiers. » Donc, évidemment, il y a déjà une discussion qui se pose, tant parce qu'il y a donc ces fautes concomitantes, donc la faute de l'entrepreneur général qui a commis une faute contractuelle par rapport à son exécution pour les doubles vitrages, mais également la faute du maître d'ouvrage qui n'a pas respecté les conditions du remplacement extrajudiciaire.
Concrètement, la Cour d'appel va constater que l'entrepreneur, clairement, il est mis devant le fait accompli. Bien qu'il ait lui-même proposé de remplacer les fenêtres et les doubles vitrages, il n'a même plus la possibilité de le faire vu que le maître d'ouvrage lui a coupé l'herbe sous le pied et a déjà procédé à ce remplacement. La Cour d'appel constate également que l'entrepreneur, s'il avait dû lui-même remplacer ses fenêtres et ses doubles vitrages, il aurait dû supporter lui-même ses coûts supplémentaires de remplacement, de sorte que le maître d'ouvrage ne peut pas récupérer la totalité du coût de remplacement, donc la facture qui a été établie par l'entrepreneur tiers, mais uniquement le montant qui a été facturé moins la marge bénéficiaire appliquée par cet entrepreneur tiers. Finalement, l'affaire a été jusqu'à la Cour de cassation qui a confirmé la vision de la Cour d'appel, elle a donc confirmé que le créancier, le maître d'ouvrage, dispose toujours d'un droit à indemnisation pour ses frais de remplacement, mais il n'a droit qu'à l'indemnisation du préjudice réel qui résulte de la faute contractuelle, c'est-à-dire les frais qui auraient dû de toute façon être engagés par l'entrepreneur en défaut s'il avait dû lui-même exécuter ces travaux. Mais donc, il ne pouvait pas réclamer le remboursement en plus de la marge bénéficiaire appliquée par l'entrepreneur qui avait remplacé l'entrepreneur évincé. Donc, on le voit, cette solution nuancée nous apparaît comme beaucoup plus justifiée et justifiable puisqu'elle met en équilibre les intérêts du débiteur et le droit du créancier de procéder au remplacement de son entrepreneur. Voilà. Alors, après les formules qui tendent au maintien du contrat, passons à celles qui tendent à mettre fin au contrat lorsqu'une des parties est défaillante. Alors, on part ici de la base légale qui est l'article 1184 du Code civil, ancien comme on dit maintenant, et qui dit ceci: dans tout contrat synallagmatique, on a prévu explicitement ou non une condition résolutoire. En d'autres termes, si une des parties n'exécute pas ses obligations, l'autre ne peut pas être tenu, indépendamment de cela, de satisfaire à ses propres obligations. Mais ce que dit aussi cet article, c'est que dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit, c'est-à-dire qu'on doit, si on veut obtenir la fin du contrat, aller demander au juge la résolution du contrat, si on ne souhaite pas forcer la partie défaillante à exécuter en nature. Donc on retrouve ici cette exécution en nature, mais on a pour une fois un choix dans le chef du créancier entre l'exécution en nature et une résolution du contrat. Alors, ça marche très bien pour des solutions, pour des situations simples. Et on comprend bien que si vous avez conclu un contrat de vente, le délai est arrivé, le bien n'est pas livré, eh bien, vous pouvez soit dire non, moi je le veux quand même, vous êtes prié de me le livrer pour demain, ou bien au contraire dire bah, puisque vous ne l'avez pas livré à temps, moi je romps le contrat, c'est fini, nous n'avons plus rien à nous dire. Mais il est bien évident que quand on rentre dans des contrats un peu plus complexes, et c'est le cas du contrat d'entreprise, la situation d'un maître d'ouvrage qui se trouve face à un entrepreneur qui a exécuté la moitié des travaux et puis qui se trouve défaillant pour la suite est un petit peu plus compliquée que cela. Donc, si on s'en réfère à cet article 1184, c'est quoi la résolution du contrat? Eh bien, c'est mettre fin rétroactivement à un contrat synallagmatique en raison d'une inexécution contractuelle. Alors, contrat synallagmatique, je suppose que tout le monde voit bien, c'est le contrat bilatéral, c'est-à-dire dans lequel chacune des parties a des obligations envers l'autre. Contrairement à, par exemple, un contrat de donation où une partie donne, l'autre accepte, mais il n'y en a qu'une des deux qui a des obligations réelles, c'est celle qui va donner. Premier point essentiel, la résolution a un effet rétroactif. Et donc, c'est-à-dire qu'on met le contrat à néant à partir du premier jour. On essaye de revenir à la situation où les parties n'ont pas conclu de contrat. Comme je vous le disais, un simple contrat de vente, pas très compliqué. Ça n'a pas été exécuté, on est très vite revenu à la situation de départ. Contrat d'entreprise, beaucoup plus compliqué. Et donc, en pratique,
la résolution se transforme généralement en une résiliation. La résiliation, elle, n'a pas d'effet rétroactif. Elle intervient et elle sort ses effets au moment où la résiliation est décidée et notifiée à la partie adverse. Donc, deux choses totalement différentes. On parlera des restitutions. On va voir que quand on se lance là-dedans, ça peut être terriblement compliqué. La résolution diffère donc du remplacement dont Mélissa vous a parlé par le fait qu'ici, il n'y a plus de contrat. Et donc, le débiteur est libéré de ses obligations et en quelque sorte, le créancier aussi, puisque l'idée est d'annuler tout. C'est une solution assez radicale et donc elle implique l'existence d'une faute contractuelle présentant un certain degré de gravité. Comme on l'a dit et comme ça ressort dans l'article 1184, la résolution doit normalement être demandée au juge, ça se fait en principe sous contrôle judiciaire et comme on le voit aussi dans l'article, il n'y a pas seulement la demande de résolution, il y a souvent une demande de dommages et intérêts en plus puisque le maître d'ouvrage qui est obligé de rompre le contrat, pour qu'il soit totalement rétabli dans ses droits, il faut en général qu'on lui paye une compensation pour toutes les complications que tout ceci a pu générer dans l'exécution du contrat. Donc, on parle en principe de résolution judiciaire. La résolution doit être demandée et ce n'est pas une pure formalité. Elle doit être demandée parce qu'en général, le juge a tout à fait la possibilité de refuser. Et que fait le juge? Bien, il contrôle si les conditions sont remplies. Les conditions qui permettent de procéder à une résolution, essentiellement l'existence d'une faute contractuelle grave et imputable, un contrôle d'opportunité aussi, et un contrôle de la proportionnalité. Ça, c'est en lien évidemment avec l'obligation de bonne foi, puisqu'on ne peut pas, pour un défaut qui ne serait pas, qui est grave, mais auquel on pourrait quand même remédier, on ne peut pas nécessairement appliquer brutalement une résolution de contrat s'il y a d'autres formules. Rappelez-vous que de toute façon, on envisage toujours en priorité l'exécution en nature par rapport à toute autre méthode, même si l'article 1184 donne un choix aux créanciers. Alors, le problème de cette résolution judiciaire, c'est que ça prend du temps. Le service judiciaire en Belgique n'est pas des plus rapides, c'est encore un euphémisme, et surtout dans des affaires de construction, puisque s'il s'agit d'estimer la gravité d'un manquement qui est assez technique, on peut se retrouver embarqué dans une expertise pendant plusieurs années avant de savoir si oui ou non vous devez continuer votre contrat ou si vous pouvez y mettre fin. Donc, il fallait une solution plus conforme aux besoins des entreprises et des maîtres d'ouvrage, et cette solution, c'est la résolution extrajudiciaire immédiate, c'est-à-dire sans passage par la case tribunal. C'est donc une exception au principe. Et la question qui s'est posée pendant un certain temps, c'est de savoir si une telle résolution sans passer par le juge était licite ou non. Elle est en effet clairement contraire à l'article 1184 que nous venons de voir. Et ce débat a été finalement tranché par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mai 2002, où la Cour a dit oui, en principe, on doit passer par la case tribunal. Mais enfin, ça n'empêche pas, une fois que les conditions sont remplies, un maître d'ouvrage, un créancier de manière générale, de dire, eh bien, moi, je prends le risque de résoudre le contrat avec effet immédiat. En fait, c'est une forme d'anticipation sur la décision que le juge pourrait et sera peut-être amené à prendre ultérieurement. Donc, l'effet est immédiat, mais ça restera soumis à un contrôle judiciaire a posteriori. On va y revenir. Donc la solution a été imposée par la jurisprudence et on va la retrouver vraisemblablement dans le nouveau Code civil où là, ce sera expressément prévu que la résolution extrajudiciaire est envisageable dans certaines conditions. Alors ça, c'est quand on n'a rien prévu dans le contrat. L'idéal, c'est quand on a prévu quelque chose dans le contrat. C'est une clause résolutoire express, c'est-à-dire une clause qui fixe les conditions dans lesquelles on peut mettre fin au contrat unilatéralement et la manière en général dont on va le faire.
Alors, les conditions qui ont donc été fixées par la jurisprudence sont les suivantes. D'une part, il faut un contrat synallagmatique, on l'a dit. Il faut une défaillance suffisamment grave et imputable. On ne parle pas ici de circonstances exceptionnelles comme dans le cas du remplacement extrajudiciaire, mais bien de manquements graves. Il faut une mise en demeure préalable, ça c'est similaire à ce qu'on a eu dans le remplacement. Il faut une notification aussi disant, écoutez, à partir de maintenant, moi je considère que le contrat est rompu, ça doit être aussi précisé de manière claire comme pour le remplacement. Il faut faire aussi des constats contradictoires de la situation au moment où le contrat est rompu, respecter évidemment les obligations de bonne foi et, comme on l'a dit, encore une fois, le contrôle judiciaire reste possible, même si ce ne sera plus cette fois-ci a priori, mais a posteriori. Contrat synallagmatique, on va passer rapidement, on en a déjà parlé. La défaillance de l'entrepreneur doit être suffisamment grave et imputable. Alors, au départ, la vision classique était de dire résolution extrajudiciaire, comme c'est contraire au principe, eh bien, ça ne peut intervenir que dans des circonstances exceptionnelles. La Cour de cassation n'a pas retenu cette formulation. On ne parle pas de circonstances exceptionnelles. Vous voyez ici, dans un arrêt du 23 mai 2019, elle reprend finalement un peu la formulation qu'on connaît depuis 2002. La règle ne fait pas obstacle à ce que le créancier décide à ses risques et périls de résoudre le contrat par une notification au débiteur et elle dit en cas d'inexécution suffisamment grave. On parle toujours bien de faute grave, pas de circonstances exceptionnelles. Et dans les projets de nouveau code civil, on retrouve la consécration de cette jurisprudence finalement qui dit pas de circonstances exceptionnelles pour la résolution extrajudiciaire. On avait été plus loin, je ne sais pas finalement où en sont les textes à l'heure actuelle, mais on a envisagé aussi ce que les Anglais appellent anticipatory breach, c'est-à-dire quand on sait que ce ne sera pas exécuté, mais l'inexécution n'est pas encore concrètement manifestée. Il y a des moments où vous savez, par exemple, que le délai ne sera pas respecté parce qu'on n'en est nulle part alors que le délai, il est la semaine prochaine. Eh bien, le manquement n'est pas encore consommé, je vais dire, mais en tout cas, on sait déjà que ce manquement va intervenir. Et là, pour pouvoir agir avant que le manquement soit véritablement constatable, je vais dire, eh bien, il faudrait de nouveau le retour des circonstances exceptionnelles. On verra ce que le texte définitif donnera. Faute grave, c'est une chose, mais il faut aussi que la faute soit imputable. Si on a un délai à respecter, le délai n'est pas respecté, eh bien, ça peut être parce qu'il y a une faute dans le chef de l'entrepreneur, ça peut aussi être dû à une circonstance étrangère libératoire ou à un cas de force majeure. Dans ce cas-là, la faute, en quelque sorte, n'est pas imputable, ou voire il n'y a même pas de faute. En tout cas, l'absence du résultat n'est pas imputable à l'entrepreneur. Et dans ces conditions-là, évidemment, on ne peut pas mettre en œuvre une résolution du contrat. Il ne faut pas non plus qu'il y ait de faute du côté du maître d'ouvrage, sinon ça le prive évidemment de son droit d'agir à l'encontre de l'entrepreneur. Alors, suffisamment grave, c'est quoi? Eh bien, ça, ce sera évidemment une affaire de circonstance. Il faut que ce soit suffisamment grave pour qu'on ne puisse pas envisager une solution plus soft que la résolution ou la résiliation du contrat. C'est des évaluations qui doivent se faire au cas par cas en fonction d'une part des circonstances de fait et d'autre part de la portée des obligations. On aura l'occasion d'en reparler puisque la portée des obligations, il faut pour tout cela qu'elle soit aussi clairement que possible définie dans les contrats. Si on ne sait pas exactement quelle est la portée de l'obligation, il est très difficile de dire après dans quelle mesure un des contractants a manqué aux dites obligations. Et c'est le cas notamment des délais. Si on a un contrat qui est extrêmement flou sur le délai d'exécution et qu'on retombe sur le traditionnel délai raisonnable, qu'est-ce que c'est que le délai raisonnable? Le manquement va être beaucoup plus difficile à prouver et le manquement grave encore d'autant plus difficile à prouver. Ici, on revient exactement au même scénario que dans le cas du remplacement. On a besoin d'une mise en demeure préalable avec un délai de grâce, toujours pour la même raison. Droit de rectifier
en nature et en personne les manquements qui ont été commis, sauf bien entendu s'il n'y a plus aucune conséquence utile. Même chose, pas d'exigence de forme particulière. Il faut simplement garder en mémoire que la mise en demeure est là pour but d'identifier les manquements, de manifester le souhait de voir remédier aux manquements et de donner un délai pour le faire. Ces trois éléments-là doivent toujours se retrouver dans toute mise en demeure pour qu'elle produise tous les effets qu'elle doit produire. S'il n'y a pas de mise en demeure, l'entrepreneur n'est pas mis en défaut et donc la résiliation risque à ce moment-là d'être considérée comme illicite. Le délai, bien, c'est la même chose que tout à l'heure. Le délai, il doit être donné de manière raisonnable et de permettre de rectifier. Quand on envoie une mise en demeure en disant « Attention, vous êtes en défaut, ça fait longtemps qu'on réclame, ça doit être fait pour demain », mais que vous savez que ce qui doit être fait prend une semaine, il est évident que c'est une mise en demeure qui ne va pas être appréciée par les tribunaux dans le cadre du contrôle a posteriori, puisqu'elle est purement formelle, mais elle ne peut pas atteindre le but que la loi lui assigne. Même chose que pour le remplacement, pas d'obligation d'annoncer la sanction dans la mise en demeure. Il n'y a pas d'obligation, mais de là à dire qu'on ne conseille pas de le faire, il y a un pas que je ne franchirai pas trop vite parce qu'il est évident que si vous avertissez déjà l'entrepreneur de ce qui va lui arriver, eh bien, ce n'est pas plus mal et ça peut certainement l'inciter à agir et lui montrer que la mise en demeure n'est pas une plaisanterie, qu'on est prêt à prendre des mesures assez radicales. Notification préalable, aussi même chose, on doit informer l'entrepreneur du fait qu'on considère le contrat comme rompu. Alors, toute la question est de savoir qu'est-ce qu'il en est si on a déjà mis ça dans la mise en demeure. Est-ce qu'on a besoin d'un deuxième avertissement? Ça va être aussi un peu en fonction des cas et en fonction de la clarté. Je pense que quand la mise en demeure est suffisamment limpide pour dire voilà, on attend l'exécution pour telle date et passer ce délai, nous considérons le contrat comme rompu, je crois que ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'obliger de renvoyer un deuxième courrier en disant ah ben tiens, voilà, je constate que vous n'avez rien fait et donc je confirme que c'est rompu. Je pense que voilà, tout dépend de la façon dont les choses sont exprimées. Délai raisonnable après l'expiration du dernier délai de grâce, Mélissa en a parlé tout à l'heure, mais je dirais c'est vrai en sens inverse aussi. Quand on parle de délai raisonnable, il doit être à la fois raisonnablement court et raisonnable. Voilà, il ne peut pas être déraisonnablement court ni déraisonnablement long. On ne peut pas laisser pourrir l'affaire après pendant 6 mois et puis subitement dire ah mais il y a urgence, c'est résolu à partir d'aujourd'hui. Ça, de nouveau, ce ne sera pas conforme à l'exécution de bonne foi. Volonté de résolution, vous voyez de nouveau le contenu de la notification, il n'est pas différent de ce qu'il est dans le cadre du remplacement. Constat contradictoire. Ça, c'est évidemment une condition essentielle. Dans certains cas, c'est simple, dans certains cas, c'est beaucoup plus compliqué. De nouveau, si on parle de manquements relativement simples, comme on n'a pas respecté le délai, je pense que c'est assez facile à établir. Quand on a des manquements qui sont plus techniques dans l'exécution même des travaux, ça c'est déjà autre chose. En tout état de cause, ces constats doivent être faits. Pourquoi? Parce que si le contrat est résolu ou résilié, eh bien, il y a quand même des décomptes qui vont devoir se faire entre parties. Alors, en réalité, juridiquement, ça peut être très compliqué, mais fondamentalement, on va toujours revenir à la même chose. Si on parle de résolution au sens strict de l'article 1184, la résolution a effet rétroactif, ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous avez notifié cette volonté de résolution à l'entrepreneur, on doit procéder aux restitutions. C'est-à-dire que l'entrepreneur doit vous rendre tout l'argent qu'il a déjà perçu en exécution des travaux et vous devez rendre à l'entrepreneur ce qu'il a déjà presté comme travaux. Évidemment, c'est impossible. Et donc, on parle à ce moment-là de restitution par équivalent. Ce qui veut dire qu'après vous avoir rendu le prix, l'entrepreneur peut vous réclamer la valeur réelle des travaux qui ont été réalisés. Oui, mais c'est quoi la valeur réelle des travaux qui ont été réalisés? Pas nécessairement le prix qui était convenu. Le prix qui était convenu, c'est une valeur qui est purement contractuelle. Ce n'est pas une valeur intrinsèque. Et donc, on peut se lancer à ce moment-là dans des discussions dans les cours de tribunaux pendant des années pour savoir comment la restitution se fait.
Si on est plus raisonnable et qu'on dit ce n'est pas une résolution, c'est une résiliation, et donc ce qui est fait, et ce qui est fait doit être payé dans la mesure où c'est fait correctement, le contrat prend fin aujourd'hui, eh bien, les comptes sont quand même un peu plus simples à effectuer. Mais néanmoins, dans les deux cas, on a besoin de l'état exact des travaux au moment où la résolution est prononcée. Donc, ceci est un élément absolument fondamental. Les constats doivent être faits du mieux possible, de préférence contradictoirement, ça on l'a dit. Alors, est-ce qu'un constat d'huissier est suffisant ou pas? Bon, c'est un grand classique, le constat d'huissier. On prend des photos, on voit quelque chose ou pas grand-chose sur le constat d'huissier, ça dépend. Ça peut fonctionner de nouveau quand le manquement est simple. Je pense que si un huissier de justice vient, dit « moi j'ai vu le planning contractuel, il s'achève demain, et voici les photos des travaux où on a un gros œuvre qui n'est même pas encore tout à fait fermé », je crois qu'on n'a pas besoin de plus. Le manquement, il est clair, il est établi. Si on a des choses plus techniques, de nouveau, il est préférable qu'un technicien les analyse de manière précise. Alors, si vous venez avec un huissier, on vous dit « oui, mais l'huissier n'y connaît rien ». Et si vous venez avec un expert, on vous dit « oui, mais l'expert, c'est vous qui le payez, alors forcément, il est d'accord avec vous ». Ce qui m'a conduit, moi, à plusieurs reprises, à ne pas hésiter de mélanger les deux. Faire venir un huissier et un technicien en même temps, et donc le technicien fait ses analyses, fait des contrôles, fait des sondages, prend des mesures, et l'huissier contrôle que ces mesures et ces sondages sont bien faits sur les travaux litigieux qui sont faits dans les conditions. Et donc vous avez à ce moment-là une preuve qui devient beaucoup plus difficilement contestable dans le cadre du contrôle a posteriori. Et donc, quand on dit les constatations doivent permettre une évaluation rétrospective de la faute, eh bien, voilà, il faut toujours se mettre dans l'idée qu'un jour, un juge va contrôler, et vous devrez à ce moment-là lui fournir la même preuve que si vous passiez devant le juge de manière préventive. Et donc, le juge, pour un certain moment, se posait la question, tiens, si vous étiez venu devant moi avec ça à l'époque, est-ce qu'on aurait autorisé la résolution ou pas? C'est ça la question qui va être posée, et c'est donc à ça qu'il faut essayer de répondre avec les constats de fait. Bien entendu, respect de la bonne foi, c'est ce qu'on disait. Quand vous dites ça doit être fini demain alors qu'on sait que ça ne le sera pas, c'est la même chose. Il est évident qu'à ce moment-là, même si ce n'est qu'un élément du processus de résolution extrajudiciaire, ça peut suffire pour vous faire sanctionner et pour conduire le juge à considérer la résolution comme abusive. Contrôle a posteriori sur deux choses. Les conditions, c'est-à-dire les conditions, on en a parlé, contrat synalagmatique, manquement grave, imputabilité du manquement. Et je rappelle encore une fois, pas de preuve, pas de droit. Donc vous pouvez être tout à fait dans les conditions et procéder au moment donné à une résolution qui est parfaitement correcte. Si vous ne conservez pas toutes les preuves pour le contrôle a posteriori, eh bien, ça peut être mis en cause alors que c'était parfaitement légitime. Donc, attention à la preuve. Contrôle de régularité aussi sur la mise en œuvre, et ça c'est ce dont on vient de parler. Une fois qu'il est acquis que les conditions sont remplies, comment est-ce que ça a été mis en œuvre? Est-ce que la mise en œuvre était purement formelle ou est-ce qu'elle était bel et bien réelle pour permettre une dernière chance d'exécution? Est-ce que le délai a été raisonnable, etc. Si les conditions ne sont pas remplies, encore une fois, ce sera résolution illégale. Alors, ça porte aussi sur les coûts. Et là, on rejoint aussi quelque chose dont on a discuté dans le cadre du remplacement. Toute victime a toujours l'obligation de réduire son dommage. Alors, jusqu'où est-ce que ça va? Eh bien, pas jusqu'à l'obligation de choisir l'alternative la moins chère, on l'a dit, mais attention quand même de ne pas non plus tomber dans l'excès. Il est évident que si vous remplacez l'entrepreneur A par un entrepreneur B et que l'entrepreneur B est 3 fois plus cher que le premier, vous aurez quand même des comptes à rendre à un certain moment. Et donc, s'il y a une différence importante entre le dommage qui sera généré par l'exécution ultérieure par un tiers, par exemple, eh bien, il faudra toujours bien documenter tout cela au risque de ne pas pouvoir te récupérer par la suite. Au niveau des conséquences, comme tout à l'heure, un petit schéma. La résolution extrajudiciaire est-elle légitime? Si oui,
on l'a dit, obligation de restitution, oui ou non, selon les cas. Comme on l'a dit, si on restitue le prix d'un côté, on restitue une valeur inconnue des travaux d'autre part. Et au-delà de cela, on va avoir aussi une indemnité supplémentaire pour le maître d'ouvrage, bien entendu, puisqu'il reste malgré tout préjudicié par le manquement. Vous imaginez bien que si un entrepreneur a construit quelque chose qui doit de toute façon être démoli parce que tellement c'est mal fait, on peut annuler le contrat, mais malgré tout, il en restera toujours un préjudice. Et donc, dans ces conditions-là, ça s'indemnisera sous forme d'indemnité complémentaire. En pratique, on l'a dit, on ne va pas faire des restitutions de manière générale parce que personne n'y a intérêt, c'est beaucoup trop compliqué. Si la résolution extrajudiciaire est jugée illégitime, on l'a dit parce que les conditions ne sont pas remplies, parce que les preuves ne sont pas fournies ou parce que la manière dont ça a été mis en œuvre est abusive, eh bien là, on se trouve face à une double possibilité. Soit la résolution est déclarée nulle et donc le contrat est rétabli. Alors, de nouveau, on se doute bien que ça, théoriquement, c'est tout à fait possible dans des situations simples. On a parlé tout à l'heure de la vente. Vous rompez le contrat, le juge dit ben non, vous ne pouvez pas, et ben on va quand même vous livrer un jour ou l'autre le bien qui était commandé et vous devrez payer. Le contrat est rétabli. Quand on est dans un contrat de construction, où, comme on l'a dit, on peut interrompre en cours de route, éventuellement démolir les choses qui ont été faites, les faire réparer par un tiers après la rupture du contrat, et puis, 2 ou 3 années plus tard, se retrouver devant un juge qui va devoir trancher, je crois que le juge, dans pas mal de cas, ne pourrait plus rétablir le contrat, parce qu'on ne pourrait plus se remettre dans les circonstances qui étaient celles du moment où on l'a rompu. Et dans ces conditions-là, la tendance est de dire, eh bien, vous ne pouviez pas mettre fin au contrat pour faute, donc vous avez mis fin au contrat pour convenance personnelle, comme on dit. C'est la résiliation unilatérale permise par l'article 1794 du Code civil, qui est spécifique au contrat d'entreprise. Et celle-là implique une indemnité à charge du maître d'ouvrage et en faveur de l'entrepreneur. Donc le contrat restera rompu, mais avec des indemnités en sens inverse cette fois-ci. Donc, distinction entre résolution, résiliation pour faute et la résiliation de l'article 1794. Bien, comme vous voyez, à droite, la résiliation unilatérale pour convenance personnelle, c'est un droit exclusif et tout à fait particulier du maître de l'ouvrage dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Il n'y a pas de motif à invoquer, il n'y a forcément pas de mise en demeure, il n'y a pas même de manquement dans le chef de qui que ce soit. Il n'y a pas de raison à invoquer pour mettre fin au contrat, mais la contrepartie est bien entendu qu'il y a quelque chose à payer et ce qui sera dû à l'entrepreneur sera les frais qu'il a exposés en perte, en pure perte, et la perte de son bénéfice sur ce qu'il restait à exécuter. Quand il y a résiliation unilatérale, évidemment, on ne peut pas demander la résolution, parce que de toute façon, c'est une rupture qui est définitive et qui ne nécessite pas de conditions particulières. Donc on ne saurait pas après demander résolution du contrat, même si on s'apercevait qu'en fait, il y a eu des manquements dans le chef de l'entrepreneur. D'autre part, quand on voit la résolution résiliation pour faute, ben là, il y a aussi une action en sens inverse, comme on l'a expliqué. La résolution n'exclut pas la résiliation unilatérale, puisque le juge peut toujours requalifier la résolution en résiliation unilatérale si les conditions ne sont pas remplies. Et là, on a, comme on peut le voir, toutes les conditions dont on a déjà parlé. Alors, pourquoi cette comparaison? Est-ce qu'il peut parfois être plus intéressant d'opter pour la résiliation unilatérale malgré l'indemnité? Eh bien, on verra que oui, parce que si vous êtes relativement à la fin de votre contrat, le dommage de l'entrepreneur et donc l'indemnité qui sera payée ne sera plus nécessairement très importante, alors que dans d'autres cas, évidemment, la situation est très différente. En cas de manquement en tout début de contrat, ce serait extrêmement compliqué. Parfois, on a intérêt à se débarrasser du contrat, je vais dire, de manière rapide et efficace, quitte à payer quelque chose, d'autant que dans des
petites entreprises, il n'est pas dit que finalement l'indemnité à payer sera supérieure à ce que coûterait une procédure qui va immanquablement survenir si on prend des mesures assez radicales. Donc, il faut connaître les deux régimes et il faut sous-peser quand même l'utilisation de l'un et de l'autre. Alors, ceci, c'est le régime de droit commun. C'est le régime qui s'applique quand vous n'avez rien dans votre contrat. L'idéal est évidemment d'avoir une clause prévoyant la résolution extrajudiciaire du contrat dans un certain nombre de conditions. Et ce qu'il faut prévoir, c'est les conditions que vous voulez voir appliquées. Ce ne seront plus les conditions du droit commun, mais ce seront celles qui sont convenues entre parties. On fait, entre guillemets, à peu près ce qu'on veut. Il faut voir quelles sont les fautes qui sont assez graves pour justifier la résolution. Alors, je ne dis pas qu'il faut s'enfermer dans une liste stricte, mais qu'il faut au moins définir un certain nombre de choses qui peuvent conduire à la résolution. Il faut voir ce qu'on fait des aspects plus formels du processus. La mise en demeure, doit-elle rester? Dans quelles conditions? La notification, est-ce qu'elle doit rester aussi? Mais la notification, elle devra quand même, d'une manière ou d'une autre, être là. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que vous ne pouvez pas annuler un contrat sans que l'autre partie le sache, en quelque sorte. Donc, de toute façon, à un moment donné, il faut que la partie adverse soit prévenue du fait que le contrat est considéré comme rompu. Sans cela, de toute façon, les tribunaux concluront toujours au fait que le contrat n'a pas pu valablement être résilié ou résolu. Un petit point d'attention aussi, il y a maintenant une sorte de règlement, je vais dire, dans les clauses entre entreprises, de manière à ne pas permettre un certain nombre d'abus. Et donc, si vous reprenez même dans vos clauses contractuelles des choses dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire on vous met en demeure le lundi, si ce n'est pas exécuté le mardi, ce sera résolu d'office le mercredi, ça ne passera pas non plus, parce qu'on pourra, dans bon nombre de cas, démontrer que ça fait partie de ces clauses illicites qui créent un déséquilibre contractuel manifeste. Et dans ces conditions-là, en cas de litige devant les tribunaux, la résolution ne sera pas validée et la clause même du contrat sera invalidée, ce qui vous ramènera à ce moment-là au droit commun. Et donc, tout ça est extrêmement dangereux. Il ne faut pas tenter d'abuser des formulations qu'on met dans les clauses résolutoires express. Alors, si on synthétise, que faire et que faut-il absolument éviter de faire? À faire, déjà, penser à tous ces problèmes-là au moment de la rédaction du contrat d'entreprise. Les obligations doivent être claires. Si vous voulez pouvoir démontrer un manquement, il faut qu'on puisse savoir qui doit faire quoi. Il faut décrire les fautes contractuelles graves qui peuvent justifier une résolution ou un remplacement. Il faut la procédure, si on veut en tout cas s'écarter de ce que prévoit le droit commun, il faut trouver des solutions alternatives. Et il faut toujours garder cet œil sur l'interdiction des clauses abusives entre entreprises. Ensuite, ça c'est au stade du contrat, au stade de l'exécution, il faut veiller à faire les choses avec prudence. Il faut veiller à ce que toutes les conditions soient remplies, tant pour le remplacement que pour la résolution. Et je dirais que quand on arrive à des extrémités comme celle-là, il est souvent utile de se remémorer le slogan des avocats. Un avocat, c'est quelqu'un qu'on vient voir avant pour éviter les ennuis. Après, on ne peut pas trouver meilleur exemple. Il faut réfléchir à la stratégie, parce que le remplacement a des points communs avec la résolution, mais il y a aussi des différences assez importantes.
Et donc, à ce moment-là, il y a un choix à faire et je pense que tous ceux qui font des marchés publics auront fait le parallèle entre les mesures d'office. Quand un pouvoir adjudicateur hésite entre la résiliation du contrat et le marché pour compte, eh bien, on est exactement dans les mêmes circonstances ici. Et on sait bien dans les marchés publics que le marché pour compte, c'est le plus efficace, mais c'est aussi le plus difficile à mettre en œuvre. On n'est pas loin d'une réalité similaire en droit civil. Donc voilà, il faut évaluer le pour et le contre de chacune des options permises. Et attention, toujours bien indiquer les fautes contractuelles, parce que si on fait une mise en demeure trop vague en disant vous êtes en défaut depuis bien longtemps, mais on ne sait pas en quoi, on va avoir des problèmes de preuve ultérieurement en cas de discussion. Alors, voilà, ça c'est de nouveau les choix stratégiques. Ici, essentiellement, la différence, elle est dans les conditions d'application. Hein. L'histoire des circonstances exceptionnelles d'un côté et du manquement grave de l'autre. Où là, on peut avoir des cas où on n'a pas véritablement le choix parce qu'on peut justifier l'un, on ne peut pas justifier l'autre. Ça, c'est vraiment le point de départ de la réflexion stratégique. Alors que d'une part, le contrat reste en vigueur et d'autre part, le contrat est résolu. Alors, le fait que le contrat reste en vigueur, ça veut dire, par exemple, en cas de contrat d'entreprise, c'est celui qui nous occupe, que comme ça reste le même contrat jusqu'à la fin, eh bien, il y aura une réception provisoire de tous les travaux à la fin. Il n'y a pas de réception des travaux au moment où on remplace l'entrepreneur, puisque c'est comme fictivement si on lui imposait un sous-traitant en quelque sorte, puisqu'on dit c'est un autre qui va travailler pour votre compte et à votre place. Et donc, ça reste le même contrat, ça reste les mêmes travaux. En cas de résolution extrajudiciaire ou même judiciaire, le problème est un petit peu plus compliqué. Parce que au moment où on met fin au contrat, les travaux, par définition, ils ne sont pas finis, ils ne sont pas en état de réception. Donc, on ne peut pas prononcer la réception à ce moment-là, mais on ne pourra pas non plus prononcer la réception de l'ensemble à la fin, puisque ce ne sera plus un seul et même contrat, ce sera en réalité deux contrats séparés. Donc là, il y a une véritable difficulté qui se pose et qui mériterait un examen plus approfondi. Je ne suis pas sûr que la jurisprudence se soit toujours correctement posé la question de savoir ce qui se passe quand on a une résolution d'un contrat d'entreprise. Si on part plutôt dans l'hypothèse résiliation, donc sans effet rétroactif, on peut envisager, mais ça reste des réflexions générales à ce stade, on peut tout à fait envisager de faire une coupure nette entre la partie du contrat qui a été exécutée et pour laquelle il pourrait y avoir une réception des travaux, puisque finalement le contrat n'ira pas plus loin. Donc ce qui est maintenu dans le contrat est fait. Et il y aura ultérieurement un deuxième contrat qui portera sur la suite et qui sera aussi réceptionné à son tour le moment venu. Mais on se rend bien compte que c'est des situations qui sont plus complexes à gérer que la résiliation et le remplacement judiciaire ou extrajudiciaire. Alors, on l'a dit, mais on ne le rappellera jamais assez, la preuve reste un élément essentiel. J'ai encore été confronté à un dossier qui était relativement compliqué où un entrepreneur, un sous-traitant était en train de faire des fondations, des pieux de fondation, et puis on s'aperçoit en cours de route que ça ne va pas, on s'aperçoit qu'il y a une note de calcul qui n'était probablement pas juste, que de toute façon il n'arrive pas à exécuter. Les discussions techniques qui se font, des experts interviennent, mais tout ça d'une manière relativement floue. Et puis à un certain moment, le sous-traitant plie bagage avec son matériel et on s'aperçoit qu'on fait des fondations autrement avec un autre entrepreneur. Et évidemment, commence la bagarre pour savoir, tiens, finalement, qu'est-ce qu'on doit payer, qu'est-ce qui est payable, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce qu'il y a une indemnisation, est-ce que le nouveau système va coûter plus cher, la faute à qui, et ainsi de suite. Et on s'est aperçu que les juridictions ont aussi pointé l'absence de preuves à la fois du manquement du sous-traitant et de tous les aspects qui ont conduit finalement au... Ici, ce n'était pas un remplacement, c'était véritablement finalement, c'était une résiliation du contrat qui n'a pas en tant que tel été
critiqué parce que les circonstances étaient telles que, en réalité, le sous-traitant qui a été mis dehors n'était pas capable d'exécuter les travaux selon la nouvelle méthode, et donc de toute façon, il fallait bien que le contrat soit rompu. Mais donc, il y a pas mal de cas où finalement, les tribunaux seraient peut-être enclins à vous donner raison, mais butent sur l'absence de preuves. Alors, on l'a dit, éviter des conditions déséquilibrées, et ça, de nouveau, je crois qu'on en a suffisamment parlé. Quand vous donnez un délai pour terminer, le délai doit être raisonnable, sinon ça ne fonctionnera pas. Même chose quand vous convoquez l'entrepreneur pour faire les constats, vous ne pouvez pas le convoquer pour le lendemain matin parce qu'il est bien évident qu'il ne sera pas là et que ce ne sera pas nécessairement de sa faute. Il faut que tout ça reste raisonnable, c'est le mot qui doit guider toutes ces actions. La terminologie, il faut y faire très attention parce que si vous parlez de rupture du contrat, si vous dites je considère le contrat comme rompu, il est rompu par une résiliation pour convenance personnelle aussi. Et donc l'entrepreneur ne sait pas en réalité ce qu'on est en train de faire. Est-ce que c'est une résolution? Est-ce que c'est une résiliation pour faute? Est-ce que c'est une résiliation sans faute? Il faut que tout ça soit clairement exprimé dans les mises en demeure et dans les notifications. Alors, évitez aussi, et ça se voit malheureusement de manière très régulière, de faire intervenir un tiers avant d'avoir clairement réglé les choses avec l'entrepreneur défaillant. Si on ne lui a pas donné le délai de grâce pour s'exécuter, puis donné la possibilité de venir constater et notifier la sanction, eh bien, il n'est pas concevable qu'un tiers vienne déjà envahir les lieux pour continuer les travaux de l'entrepreneur défaillant. Et enfin, comme on l'a déjà dit, le remplacement et la résolution sans préavis sont interdits. Ça fait partie des droits de la défense. En fait, c'est tout ce qui guide cette procédure, c'est les droits de la défense. Vous devez toujours à tout moment vous poser la question suivante. Est-ce qu'en faisant ce que je fais, je mets mon cocontractant en position pour se défendre? Qu'il ne le fasse pas, c'est encore autre chose. Et ça, avec les constats contradictoires, on en a suffisamment parlé. Si vous le convoquez dans des conditions raisonnables et qu'il décide de ne pas venir, à ce moment-là, le tribunal lui sera déjà beaucoup moins favorable. La question étant, est-ce qu'il a eu l'occasion de se défendre? Ce qui fait de cette occasion, ça c'est autre chose. Voilà, merci Sébastien. Donc voilà, je vois qu'on est déjà 5 minutes plus tard que prévu, donc je vais le faire très très court. Mais vous aurez compris que dans la pratique, il faut véritablement bien faire attention à tout ce que vous écrivez, la manière dont vous l'écrivez, tous les détails que vous mettrez dans vos courriers, etc. Ça a toute son importance pour la suite, tant au niveau des discussions qui pourraient avoir lieu directement avec votre entrepreneur que dans le cadre de débats devant les cours et tribunaux. Juste 10 secondes pour vous parler des derniers slides. Vous trouverez au point A, clause contractuelle, en fait des extraits d'un modèle interne au cabinet Scoops, qui sont donc des types de clauses que nous reprenons dans nos contrats d'entreprise ou de sous-traitance en fonction et desquels vous pouvez donc évidemment librement vous inspirer. Vous constaterez qu'on a fait en sorte de mettre le plus de détails possible, de bien déterminer quelles sont les conséquences qui sont liées au type de faute contractuelle qui pourrait être constatée et les implications au niveau juridique et financière que ça peut avoir. Au point B, nous vous avons mis un exemple de clause qu'il ne faut pas utiliser, donc ne la recopiez pas. Ça fait partie d'un exemple dans la pratique dans lequel il y avait eu des discussions par rapport à l'intention du maître d'ouvrage et le fait que la mise en demeure n'était pas suffisamment établie en des termes clairs et précis. Donc, il y avait eu des discussions. Donc, on vous met également la manière dont voilà, la mise en demeure aurait plutôt dû être établie. Et enfin, le point C, c'est également un exemple de la pratique d'un courrier, une mise en demeure, une notification plutôt, qui répond tout à fait aux conditions dont nous avons discuté dans le cadre de ce séminaire.
Voilà, nous arrivons déjà à la fin de ce séminaire. Nous avons peut-être encore quelques minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Si vous n'avez plus le temps, vous avez peut-être d'autres rendez-vous parce qu'on a on a un peu dépassé le temps qui nous était accordé. N'hésitez pas à nous envoyer un mail. Notre adresse mail s'affiche, voilà, ici sur votre écran. Et nous nous ferons bien entendu un plaisir de répondre à vos questions. Et comme dit en début d'exposé, vous recevrez de toute façon une copie des slides par email. Donc, n'hésitez pas par la suite à nous revenir à cet égard. Voilà, c'est toujours le moment un petit peu fatidique. Pas de questions, tout est clair. Voilà. Voilà. Je regarde une question que je souhaitais poser concernant le fait d'éviter de faire intervenir un tiers en cas de défaillance de l'entrepreneur tant que la situation n'est pas réglée avec ce dernier. Dans les faits, on ne peut pratiquement jamais se permettre d'attendre que la situation soit réglée avec l'entrepreneur défaillant, d'autant qu'ils ne font pas toujours preuve de bonne foi dans ces cas-là. Du coup, comment faire? Mais en réalité, bon, il faut voir les circonstances de fait, bien entendu, mais le fait de régler la situation ne prend pas nécessairement extrêmement longtemps. Il y a une mise en demeure, ça commence par une mise en demeure. Déjà, il ne faut pas trop tarder de faire les mises en demeure. Quand on voit que ça ne se passe pas bien, il ne faut pas attendre des mois et attendre la dernière minute avant de mettre l'entrepreneur en demeure. Cette mise en demeure doit lui donner un délai raisonnable, mais pas non plus un délai excessif. Donc, de toute façon, on lui donne le délai nécessaire pour remédier. Si on voit qu'il n'entreprend aucune démarche pour remédier, eh bien, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire que s'il ne profite pas de son délai de grâce et si on voit que ça ne va pas marcher, eh bien, à ce moment-là, il faut appliquer la sanction. Appliquer la sanction et, dans la foulée, faire les constats nécessaires. Ça ne prend pas non plus des mois. Et donc, tout ça, c'est des choses qui peuvent parfois se régler simplement en une semaine ou deux. Et prendre le risque de faire intervenir un tiers à ce moment-là, c'est totalement inconsidéré. D'autant que si vous faites déjà intervenir un tiers à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes déjà en discussion avec le tiers depuis un certain temps et que donc on a mis la charrue avant les bœufs et on fait les choses dans le désordre. C'est un risque qu'il ne faut pas courir. Il vaut mieux accepter de perdre encore quelques semaines que de se retrouver condamné ultérieurement pour avoir agi comme un cow-boy. Voilà, nous espérons que ça arrive. S'il faut approfondir, je dirais, on peut le faire encore par email, mais Super. il faut voir un peu en fonction des circonstances. Ok, parfait. Eh bien, je ne vois pas de nouvelles questions qui arrivent, donc merci à toutes et à tous pour votre attention et on se fera un plaisir de vous retrouver lors d'un de nos prochains séminaires, espérons-le en live la prochaine fois. Bon après-midi à tous. Bonne fin de journée.